Ce que peut-être on ne pouvait pas concevoir à l'Occident, c'est un enseignement philosophique qui soit clandestin. Alors que chez nous, il y a une identification de la philosophie avec l'enseignement de la philosophie, avec l'université, avec la fonction publique, avec toute une sorte une protection. Le caractère, en somme, dangereux du pensée philosophique n'est pas présent chez nous. Et la découverte pour moi de Patočka dans le solitaire des congrès internationaux de philosophie, c'était l'homme qui venait d'un enseignement clandestin, d'un enseignement interdit, c'est-à-dire qu'il était dans situation de résistance, précisément lorsque il parlait de Platon, il parlait d'Aristote, il parlait de Comenius, c'est-à-dire qu'il répétait, c'était une sorte de récapitulation de l'Europe dans la clandestinité d'un cercle fermé. Oui, je crois que ce qui est assez important là, c'est cette conjonction qui s'est faite dans sa philosophie entre les analyses heideggeriennes du monde technique, et de ce que Heidegger appelait l'essence de la technique, et le monde totalitaire. Et ce qu'il a repris de Heidegger sur ce point, c'est l'idée d'une sorte de mobilisation de tous les hommes en faveur du calculable, en faveur de l'objet disponible, manipulable. Et le fait que nous ne soyons pas simplement des usagers de ce monde, mais que nous en sommes des opprimés. Je crois que ça, c'est tout à fait remarquable parce que le thème de la résistance a pu être greffé justement sur cette fusion entre la vision dominatrice de la technique, donc vision venue de Heidegger, et tout de même nous y reviendrons là-dessus. Il y a aussi un héritage husserlien néanmoins là derrière, à propos du destin de l'Europe, n'est-ce pas, que le destin de l'Europe n'est pas semblable à tous les autres, que par conséquent cette espèce de mondialisation de l'échange, de l'utilitaire, est une certaine trahison de l'Europe. Bon, alors c'est là que s'est fait la jonction entre destin de l'Europe, totalitarisme typique, n'est-ce pas, du monde oriental, et technologie occidentale. À cet égard, je voudrais peut-être lire un passage de Platon et l'Europe qui illustre ce que vous venez de dire et que vous pourrez éventuellement commenter tous les deux. Patočka, dans ses séminaires sur Platon, séminaires clandestins, s'interroge sur la spécificité de l'Europe à partir de la lecture de Platon et des philosophes, des premiers philosophes, et justement c'est là qu'il parle de cette notion de soin de l'âme que vous serez amené à commenter. Il dit c'est ce qui fait la spécificité de l'Europe, c'est uniquement en Europe que la philosophie a pris naissance au sens de l'éveil par lequel l'homme se dégage de la tradition pour entrer dans le présent de l'univers. Uniquement en Europe, ou plus précisément ce qui fut le germe de l'Europe, la Grèce. L'héritage grec, c'est celui d'une réflexion qui n'est pas fondée sur la simple tradition, mais sur l'intuition au sens de regard dans ce qui est. Et dit-il, donc l'Europe est issue du soin de l'âme. Peut-être est-ce cette récapitulation, peut-être est-ce cela l'héritage husserlien. Et là où nous passons peut-être à Heidegger, ou une interprétation heideggerienne, disons, de l'oppression totalitaire, c'est lorsqu'il dit « L'Europe n'a pas été que cela. Il y a longtemps que le souci de l'âme a subi une singulière transformation, qu'il s'est pour ainsi dire estompé sous les alluvions de quelque chose qu'on pourrait appeler le souci, le soin de la domination du monde. C'est là une autre histoire, elle aussi unique, qui recèle le germe de ce qui s'est produit devant nos yeux, la disparition de l'Europe, vraisemblablement pour toujours. » Oui, alors, ce qui me frappe, c'est justement la conjonction de Husserl et Heidegger ici. Parce que, à ma connaissance, le terme de l'Europe n'est pas un thème heideggerien comme tel, mais c'est un thème de Husserl. Dans la crise des sciences européennes, texte qui a été tout à fait fondamental pour Patočka, le titre complet, c'est la crise des sciences européennes. Et donc, il avait cette idée que les autres nations, les autres cultures peuvent avoir un projet, même, bien entendu, une culture, une spiritualité, mais seule l'Europe a une idée. Et cette idée, c'est précisément de faire apparaître un type d'homme qui s'arrache aux contingences historiques et qui, par conséquent, fait un projet d'universalité et de spiritualité. Et la liaison entre universalité et spiritualité est très, très importante, parce que je pense ici à un texte qui est publié dans
Liberté et sacrifice, un texte assez curieux, qui s'appelle L'homme spirituel et l'intellectuel. Il fait toujours la distinction entre l'homme spirituel et l'intellectuel. L'intellectuel, c'est donc, ça peut être un enseignant, c'est quelqu'un qui, ça peut être un écrivain, mais le même métier d'écrire ou d'enseigner ou de publier peut avoir deux significations distinctes. L'une, c'est la gestion, en quelque sorte, d'un capital d'idées. L'autre, c'est la création d'une situation spirituelle d'arrachement. Et je crois que ce thème de l'arrachement est tout à fait fondamental parce qu'il projette l'homme. Je crois me rappeler, n'est-ce pas, que dans sa thèse dans les années 35, il y avait cette idée que l'homme de l'histoire, c'est un homme qui a rompu avec une préhistoire, avec une antéhistoire, où l'homme est à l'abri. Et à l'abri des dieux, à l'abri de la nature, à l'abri de la société, et sortir de cet abri, être exposé, être en danger, c'est ce qu'il appelait la percée. Et c'est, je crois, dans la ligne de ce thème de la percée, alors que l'on a le thème du sacrifice, n'est-ce pas, qui me trouble tellement. Oui, parce que pour Husserl, dominait encore l'idée qu'on peut dire allemande, largement allemande, d'une science, et que la philosophie pourrait être une science. Je sais bien qu'en allemand, le mot Wissenschaft, n'est-ce pas, est beaucoup plus large que ce que nous appelons la science. Les sciences, c'est le savoir, le savoir. Mais ayant traversé Heidegger l'idée que l'homme peut accéder à une sorte de vision globale, de vision totale, mais c'est une totalité qui ne peut pas être un savoir, et qui est d'une certaine façon un certain vide. Et je crois que ça, c'est le côté tragique de la pensée de Patočka, c'est que l'homme ne peut pas s'en tenir à l'énumération des objets, des choses, de ses savoirs, etc., ni même de leur rassemblement, mais une sorte de pas en dehors, et ce pas en dehors n'est pas un lieu de sécurité où on puisse se tenir. C'est un lieu qui est de conflit entre de plusieurs manières. Moi, je vois au moins trois expressions du conflit, n'est-ce pas, chez Patočka. Il y a d'abord le fait que la société dans laquelle nous sommes n'est pas une société de consommation tranquille, mais qui est agressive à l'égard de quiconque veut en sortir. Et cela nous conduira encore une fois au sacrifice. Et puis il y a ensuite cette deuxième idée du conflit, c'est que la guerre est une structure fondamentale de l'expérience historique. Parce que chaque grande culture prétend à une universalité visible, historiquement visible, soutenue par des pouvoirs. Et puis alors, je crois qu'il y a à l'arrière-plan encore une vision qui emprunté au grand philosophe présocratique Héraclite, pas que Polémos, que la guerre est la source de toute chose, c'est-à-dire que le déchirement n'est pas simplement entre nous et la société, entre nous et nous-mêmes, mais que d'une certaine façon, il est fondateur quelque part. Alors ça, c'est le côté très obscur et difficile, je dirais même impénétrable de Patočka, n'est-ce pas, que empruntant en apparence un langage heideggerien, disant que l'être, n'est-ce pas, n'est pas les étangs, et qu'il faut s'arracher aux étangs pour atteindre l'être, mais que l'être est aussi déchirement de lui-même, se montrant et se retirant. Alors là, c'est un thème extrêmement difficile chez Patočka. Et là, il y a quelque chose sur quoi je voudrais revenir. Patočka, dans le passage que j'ai cité, dit au fond quand le soin de l'âme est en train d'abandonner l'Europe. Quelque chose est en train de se passer, l'Europe disparaît. Ce qui a caractérisé l'Europe tombe aujourd'hui dans l'oubli. Il en fait l'expérience au travers du totalitarisme. Il pense que le totalitarisme n'est qu'un exemple, un cas particulier d'une expérience plus large. C'est assez paradoxal, et précisément parce que Patočka nous dit, au fond, l'Europe, c'est ce moment d'une rupture avec la tradition, de l'ébranlement du sens donné, pour accéder à la problématicité, à la problématisation des choses. Il ne semble pas aujourd'hui que l'Europe revienne
à ce que Patočka appelle la préhistoire, à ce moment où la vie est simplement enchaînée à elle-même, où la vie est au service de la vie, où la vie se déroule à l'intérieur d'une tradition immuable. Alors, qu'est-ce qui se passe, si vous voulez, si l'Europe ne revient pas à un mode de vie qui est guidé par la tradition? Au nom de quoi Patočka peut-il dire, aujourd'hui, que le soin de l'âme est en train de disparaître et que l'Europe se perd? Je voudrais que nous nous interrogions là-dessus pour ensuite peut-être comprendre mieux ce qu'il entend par sacrifice. Qu'est-ce que l'on peut dire alors aujourd'hui aux Européens à partir d'un tel discours? Alors moi je ne crois pas que le dernier mot de Patočka serait de dire l'Europe est morte, mais elle ne pourra revivre ses héritages culturels que sur un certain mode, et qui est sur le mode de la précarité. Je crois que la ligne de partage se fait entre ceux qui, dans une croyance, dans un savoir, dans une pratique, veut être sécurisant. Alors c'est ce qu'il appelle le monde d'avant l'histoire, qui est donc l'avant du problématique. Et je crois qu'il peut envisager des modalités problématiques pour elles-mêmes, soit de la religion, soit de la science, soit de l'art, soit de la politique. Et je crois que l'on pourrait considérer ces quatre secteurs, puisqu'ils couvrent à peu près la totalité de ces écrits, où il y a toujours la possibilité de revivre sur un autre mode ce qui a été d'abord sécurisant et qui devient, il a certaines allusions, par exemple sur la théologie de l'absence de Dieu, comme l'absence complète de la sécurité dans l'idée de salut. Parce qu'il garde toujours l'idée de se sauver, d'être sauvé. C'est un thème qu'on trouve aussi dans le fameux document du Spiegel, n'est-ce pas, de Heidegger. Mais c'est justement pas du tout rassurant. C'est d'être arraché à la sécurité pour être conduit, mais dans un certain nulle part. Mais la politique aussi peut suivre ce régime-là, parce que passer d'un régime où le sens du politique est donné par des autorités, par une fondation antérieure, pour entrer dans un régime démocratique qui est toujours la question de sa propre existence, c'est-à-dire de cette permanente autofondation sur le vide d'une fondation antérieure. Alors là, il y a pour lui, je crois, le sens de la démocratie qui est alors toujours en question, et question pour elle-même. Elle n'a jamais fini de se fonder. Alors je ne crois pas du tout que ce soit un discours d'ermite, un discours de solitaire, où ici le philosophe est seulement un cas extrême, si en quelque sorte. C'est celui qui a compris cela, qui a compris que le vrai sacrifice, comme vous venez de le dire, n'est-ce pas, ce n'est pas l'échange contre quelque chose de meilleur, de plus sûr, mais c'est un échange pour rien, un échange contre rien.